Allez, c'est parti. L'équipe du dimanche, bien en place, pilotée ce soir par Jonathan Ilboudo. Le 7 Info ce soir, il sera essentiellement question des attaques terroristes à Arbinda, mais aussi des déboires de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. C'est une semaine particulièrement meurtrière sur le plan sécuritaire. Attaque terroriste à Arbinda, 35 civils, essentiellement des femmes, plus d'une dizaine de soldats burkinabés, les forces de défense et de sécurité qui ont neutralisé 80 terroristes. Le chef d'état-major général des armées, Moïse Minungou, est allé féliciter les hommes sur le terrain. Le chef d'état-major général des armées aux côtés de ses hommes, au lendemain de l'attaque terroriste du détachement militaire de Arbinda. Les combats ont duré plus de 2 heures, mais la détermination des soldats burkinabés a permis de neutraliser environ 80 terroristes, explique le chef de la troupe. De nombreux terroristes ont dû battre en retraite face à la puissance de feu des soldats, laissant derrière eux environ 70 motos, des armes et des munitions récupérées par les FDS. Un acte de bravoure salué par la haute hiérarchie militaire. Ce qu'ils ont fait, c'est du vrai burkinabé, c'est le vrai burkindi. Et c'est pour ça que je suis venu ici, aujourd'hui, jour de Noël, pour leur témoigner cette satisfaction-là. Vous savez, ce détachement n'est pas son premier coup. Ce détachement nous a habitués à voir des résultats. Plus ils sont attaqués, plus ils montrent encore de la détermination. Et si vous avez remarqué, depuis ces derniers temps, nos sommes montent en puissance. Donc cet acte-là, ça montre que les soldats burkinabés se sont réveillés et qu'avec la grâce du Tout-Puissant, 2020, ça sera notre victoire. Mais pour parvenir à cette victoire, il va falloir maintenir le cap, même détermination, même dévouement, dira Moïse Minungou, qui invite par ailleurs le peuple burkinabé à soutenir et à croire davantage à son armée. Le message que j'ai au peuple burkinabé, pour le peuple burkinabé, c'est leur dire d'avoir confiance à leur armée, de savoir qu'il y a des hommes qui laissent leurs femmes, qui laissent leurs enfants et qui viennent en brousse ici pour défendre la nation. Et je pense qu'on doit respecter cela. J'ai toujours dit, un militaire qui quitte sa maison pour venir en opération, il n'est jamais sûr de repartir. Mais il vient quand même. Ça montre sa détermination. Et je crois que normalement, le peuple devait être derrière leur armée, derrière leurs militaires, qui sont leurs enfants, qui ont décidé de sacrifier leur vie pour eux, pour qu'en plus, ces soldats-là puissent avoir beaucoup plus de courage et de détermination. Dans cette attaque du 24 décembre, 7 soldats burkinabés et 35 civils ont perdu la vie. En leur mémoire, un deuil national de 48 heures a été décrété par le président du Faso. Le chef d'état-major général des armées leur a rendu hommage là où ils sont tombés. Il a en outre rassuré les soldats engagés sur le terrain de la détermination de l'État à mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission. Les bons moments, vous avez fait du beau boulot. Vraiment, c'est du fond du cœur. Voilà, Moïse Minungou qui a passé le réveillon de Noël avec les hommes au front. Il est environ 15 heures ce 24 décembre lorsque l'aéronef du chef d'état-major général des armées et ses collaborateurs quitte Ouagadougou, direction Gaïri, dans l'est du pays. À l'intérieur de l'hélico, tout se passe bien. L'ambiance est bonne enfant. La mission se veut inopinée. Seuls les commandants de la troupe sur le terrain sont mis au courant. C'est un devoir pour moi d'aller sur le terrain pendant les fêtes pour passer ces fêtes-là avec eux, leur faire comprendre que où que je sois, je suis avec eux, mais je voulais que durant cette fête-là, être physiquement avec eux, les encourager pour tout ce qu'ils endurent. Environ 1h30 de vol et nous sommes à Gaïri. Moïse Minungou est reçu par le lieutenant Ramdé Juldas, commandant de la troupe. C'est la toute première fois que certains soldats le rencontrent physiquement. La nuit tombe peu à peu sur le camp et les choses sérieuses peuvent débuter.
Pour le réveillon, pas de nourriture à portée de Ouagadougou. La cuisine est concoctée par les soldats. Au menu, des pâtes et du poulet. Le sergent Sylvie Yaro à la manœuvre. Et là, c'est quoi vous préparez là? Je suis en train de préparer du spaghetti. Spaghetti avec du poulet. Mais Sylvie n'est pas cuisinière ici. Elle commande plutôt des hommes sur le terrain. Je suis chef de groupe et je sors sur le terrain avec mes hommes. Et souvent, j'aide le chef cuisinier en apportant ma touche de femme. C'est notre manière de fêter le réveillon. Voici le cordon bleu. Son second, quant à lui, atteste du bon dosage des bouillons. On le surnomme le goûteur. Et il y a le goûteur qui est là. Oui, non. Le goûteur, vous voyez, le sel là, c'est comment? C'est là. Faut envoyer le truc là. Vous pouvez le patron mange bien. Si c'est mauvais là, c'est foutu. Mais c'est cool là, c'est un problème. Allez. C'est un jour spécial pour ces soldats. Un moment de répit, de décompression. Naturellement, l'ambiance est détendue. Une très bonne ambiance, on va dire, entre vous ici. Oui. On a le moral. Comme le grand s'est fait avec nous ce soir, on est content. Pour la nourriture, il y a deux équipes pour deux repas différents. Ici, on s'occupe à cuire du gibier. Il est déjà 23 heures. Les invités de marque sont là. Le CMJA peut alors leur donner l'objet de la visite surprise. Pour moi, c'est un symbole. Je ne peux pas combattre avec vous. Mais je me suis dit, ce soir, être là avec vous, avec vos différents chefs, je ne vous présente pas de CEMAT. Vous le connaissez, même si vous n'êtes pas de l'armée de terre, vous connaissez quand même le CEMAT. Il s'agit également de remonter le moral, non seulement des soldats au front, mais aussi montrer à leurs familles qu'ils n'ont plus revu depuis 6 mois, qu'ils ne sont pas seuls. Le geste est salué à sa juste valeur. Sincèrement, si on est sur le terrain et nos chefs viennent nous rendre visite, ça nous donne le moral, le courage de combattre. En tout cas, nous leur assurons que nous allons continuer à assurer la sécurité. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Nous allons continuer à faire tout pour renverser la situation. Quant à leurs préoccupations, Moïse Minougou dit les connaître par cœur. Il rassure que tout sera mis en œuvre pour leur permettre d'accomplir sereinement leur mission. Passé ce moment de vérité entre chef et subordonné, la fête peut alors débuter. Dès le lendemain 25 décembre, pas de temps à perdre, il faut embarquer. C'est dans la matinée de Noël que le colonel Gilles Bationneau, chef d'état-major de l'armée de terre, apprendra le décès de sa mère. Mais il n'a pas le choix, il faut continuer la mission. Il y a encore 2 autres détachements à visiter. Celui de Foutouri, toujours dans la Commandiarie, et Dori, dans le Sahel. C'est aussi ça le militaire, avancer, malgré l'adversité. Sur ce plateau, notre consultant politique, Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. C'est là une belle ambiance au sein du groupe sur le terrain. Ça donne des espoirs. Oui, c'est très rassurant de suivre ces reportages de guerre qui montrent comment nos soldats se comportent sur le terrain et aussi la symbiose qui existe entre le responsable de l'armée et ses hommes, qui laisse augurer qu'il est aussi possible de vaincre le terrorisme. Contrairement à ce qu'on a pu penser depuis toutes ces années où le Burkina Faso, notamment à travers ses militaires, subissent des pertes énormes en vies humaines, il est possible, à partir de la conviction des hommes sur le terrain, de redresser la barre dans cette guerre contre le terrorisme. Et c'est important justement que la hiérarchie, le grand chef se déplace comme ça de temps à autre pour rencontrer les troupes sur le terrain. C'est extrêmement important. On le voit dans d'autres situations où les premiers responsables n'hésitent pas à passer donc, les fêtes, les dates importantes de l'année avec les soldats. On a vu le président Macron en Côte d'Ivoire également au même moment. Donc ça montre que c'est extrêmement important dans l'animation du dispositif de défense qui fait que c'est une excellente chose que le chef d'état-major se soit déplacé au sein de ses troupes et passer même
tout ce temps avec eux. Cela donne donc de la confiance. Et ça montre qu'il y a un lien fonctionnel entre la hiérarchie, la haute hiérarchie de l'armée et puis ceux qui sont sur le terrain. Il a dit lui-même qu'il aurait voulu être au combat, mais certainement les tâches qu'il mène également font partie du combat, parce que concevoir les stratégies de défense, les stratégies d'attaque, de contre-offensive, c'est aussi le combat. Tout part de là d'ailleurs. Il a bien dit qu'il prend en compte les préoccupations de ses soldats sur le terrain. Donc c'est avec ce travail que lui, il mène et que les autres peuvent travailler comme ils le peuvent sur le terrain. Concevoir des stratégies de combat et on en vient à la polémique aussi autour de ces attaques, notamment à Arbinda, avec cette polémique autour des chiffres, la guerre autour des chiffres, cette polémique autour de la communication, du traitement de l'information. Concevoir des stratégies de guerre, c'est peut-être aussi pouvoir concevoir une stratégie de communication de crise, et ça relève justement normalement de l'exécutif, notamment du ministre en charge de la communication gouvernementale, mais lui préfère plutôt être dans une dynamique de donneur de leçons aux journalistes qui doivent faire le travail autrement. Mais à côté aussi, c'est peut-être que si on en est à cette situation, c'est peut-être aussi qu'il a manqué aussi cette stratégie de communication de crise qui pourrait peut-être baliser le terrain et permettre justement aux médias aussi de jouer leur rôle comme on le souhaiterait. Pour ce qui est de la communication sur la crise, on l'a déjà dit ici, il y a quand même des limites à cette stratégie, dans la mesure où c'est une stratégie qui devait accompagner l'opérationnel sur le terrain, le combat que les soldats mènent, de sorte qu'il y ait cette réponse militaire armée et une autre réponse psychologique, politique que la communication devait assurer. La guerre communication. La guerre de la communication auprès des populations, même auprès des terroristes. Et qui est censé concevoir ça, justement? Parce que quand on écoute le ministre de la Communication, lui ne semble pas trouver sa responsabilité dans cette affaire, mais plutôt semble trouver une responsabilité aux médias. Non, je ne pense pas que le ministre de la Communication se débine sur sa responsabilité. Il sait très bien de quoi il a été missionné quand il est nommé ministre de la Communication. Justement, la communication de crise, vous l'avez senti en termes de conception non. Dans cette lutte? Je suis d'accord, je l'ai déjà dit, il y a des limites à cette communication sur la crise, parce qu'à mon avis, il y aurait dû avoir une plus grande symbiose entre l'exécutif qui conçoit la communication de la crise et les acteurs du terrain que sont les médias et qui traitent l'information selon leur ligne éditoriale. Donc le ministre de la Communication, il devait avoir une conception de la stratégie de communication qui intègre les lignes des médias, disons, de sorte qu'il n'y ait pas de hiatus entre la réalité, le besoin de communication et de lutte politique et idéologique que la communication assure, et puis les acteurs de terrain. Apparemment, je vois que si on écoute les propos, les différents propos d'ailleurs, tout le long des responsables de la communication, ils semblent positionner certains en alliés et d'autres des gens qui ne sont pas leurs alliés. Donc critiquer le travail qui s'est fait plutôt que de voir en quoi ce travail-là permet également de renforcer le lien social, de renforcer le positionnement idéologique, psychologique des Burkinabés face à ces problèmes que nous sommes en train d'avoir. Et je crois effectivement que, à mon sens, il y a une grande limite à ce niveau-là. On ne voit pas très clairement quelle est cette stratégie donc, du département de la communication sur la crise vis-à-vis des autres acteurs qui ne sont pas en lien organique avec le ministère. Je prends l'exemple du BFM, c'est un média privé qui traite l'information selon sa ligne éditoriale. Comment le gouvernement peut-il amener cet organe, ces médias-là, à travailler dans le sens, mais ça c'est de la responsabilité du ministre, de créer cet encadrement et ces liens opérationnels entre lui et les autres médias. Au passage, on va dire merci à l'état-major général des armées qui a eu en tout cas une collaboration franche avec nous dans le cadre de la réalisation de ces sujets. On espère qu'au niveau plutôt du gouvernement, de la communication gouvernementale, on va intégrer cette donne pour l'ensemble des médias qui, chacun à son niveau, devrait pouvoir contribuer à impacter effectivement l'action sur le terrain, qu'il n'y ait pas une sorte de discrimination entre les médias dans cette prise en compte
compte de cette communication, parce que c'est ça aussi le problème. Et effectivement, fallait-il communiquer sur les 80 terroristes neutralisés ou mettre en avant les civils tués? C'est tout le débat au cours de cette semaine. L'exécutif reproche cela aux médias occidentaux, notamment RFI, France 24, quand on sait qu'effectivement ces médias aussi sont liés, ce sont des outils de diplomatie aussi, liés au ministère des Affaires étrangères. On peut comprendre aussi que c'est une ligne éditoriale qui est clairement affichée. Maintenant, est-ce qu'il ne nous appartient pas à notre exécutif aussi de développer effectivement, encore une fois, cette stratégie de communication en tenant compte aussi de ces médias et leur ligne éditoriale? C'est comment en face on développe une stratégie aussi qui permet aux médias nationaux aussi de pouvoir jouer pleinement leur partition. Parce qu'on a comme l'impression que, bon, on renvoie la responsabilité tout simplement sur les médias sans forcément créer le cadre ou les conditions. Parce qu'on le sait, par exemple, sur la première attaque en 2016, on a vu que les premières interviews, l'exclusivité a été accordée à ces médias étrangers. C'est aussi ça toute la réalité. On sait que nos autorités communiquent suffisamment à coût de centaines de millions sur des télévisions comme Euronews, sur des médias comme Jeune Afrique. Et donc l'argent public qui repart dans ces médias, qu'on critique aujourd'hui aussi par rapport à leur façon de faire. Mais que faisons-nous effectivement pour organiser la communication de crise par rapport à cette question de terrorisme au niveau local? Toute la question, elle est là. Oui. Et puis, ce débat que je trouve quelque peu malsain sur ce sur quoi il faut mettre l'accent, terroristes tués ou victimes côté burkinabé, ça révèle encore une fois, à mon sens, toute la stratégie des luttes antiterroristes. Il faut que les responsables politiques et du gouvernement comprennent quelle est la contradiction principale. C'est celle de faire en sorte qu'il n'y ait plus de terrorisme. Donc, le fait qu'on ait tué 20, 30, 80, 150 terroristes, en réalité, on ne devrait pas s'appesantir, puisque l'objectif est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas du tout. En revanche, lorsqu'il y a des pertes en vies humaines, nous sommes obligés de comptabiliser comme étant des échecs, des coups portés par le terrorisme. Et ça joue sur l'aspect émotionnel, ça joue sur l'état d'esprit, la mentalité de la population. C'est pour ça que certains mettent l'accent donc sur les victimes, parce qu'il y a une longue série qui se transforme en sociodrame maintenant, qui fait que très régulièrement, le Burkina Faso subit des pertes en vies humaines, et cela ne fait que continuer. Qu'il y ait des réussites de l'armée, je pense que le moment viendra où tout cela pourra être comptabilisé et capitalisé au profit de cette armée-là. Et pour l'instant, il est difficile d'occulter le fait que les victimes se poursuivent. D'autant plus que dans ces cas précis, il y a eu une nouvelle donne qui est les victimes des femmes. On le sait, les terroristes jusqu'à présent ont essayé de déployer une espèce d'éthique, entre griffes, si on peut se permettre ces mots-là, dans le cadre du terrorisme, et où ils ne touchent pas aux femmes et aux enfants. Ils ont un certain nombre de cibles précises, savoir les militaires, les gendarmes, les policiers ou les fonctionnaires. Qu'ils passent maintenant à l'atteinte donc des civils, comme on l'a vu à Bungu, ou les femmes à Arbinda, il faut se mettre à interpréter qu'est-ce que cela signifie exactement. Donc c'est tout à fait normal que les organes des médias s'appesantissent sur cette dimension-là pour tenter de déconstruire quelle est la nouvelle étape franchie par les terroristes aujourd'hui, en touchant donc cette catégorie de la population qui jusque-là n'avait pas été concernée. On le sait, les femmes ne sont pas des combattants, elles ne participent pas au dispositif militaire en tant que tel, mais pourquoi est-ce qu'en si grand nombre, elles ont été atteintes? Et je crois que c'était important de s'appesantir là-dessus quand même. La question justement finalement c'est, est-ce en parlant des civils tués, est-ce qu'on démoralise l'armée? Est-ce que justement en parlant des 80 terroristes neutralisés, est-ce qu'on pense qu'en parlant des 80 terroristes neutralisés, on donne effectivement de l'importance forcément au travail des hommes sur le terrain? Toute la question est là. Finalement, qu'ont-ils besoin, les hommes sur le terrain, en termes de contribution de l'ensemble des Burkinabés par rapport à cette guerre? Moi, je crois que le chef d'état-major de l'armée l'a dit, et un des soldats, un des militaires l'a dit, le fait que le chef se déplace
auprès des troupes sur le terrain, c'est un apport psychologique de très grande importance pour eux. Et il a tenu à le dire. Il n'a pas dit que le fait de dire qu'on n'a pas signalé leur victoire était un problème. Ce dont ils ont besoin, c'est de savoir que derrière eux, il y a un dispositif qui fonctionne. D'abord, commencer par leurs responsables, leur hiérarchie, mais aussi le gouvernement derrière. Donc ça, c'est très important pour les soldats sur le terrain, qui fait qu'ils vont être galvanisés, ils vont être remotivés et ils vont aller au charbon. Ceci dit, il faudrait faire la part des choses entre les rôles des acteurs. Les militaires ont une mission à dérouler, mais dans les médias également, il y a une mission. C'est ce que nous étions en train de dire tantôt, quand on stigmatisait la responsabilité donc, du ministère de la Communication, c'est de savoir que c'est aussi un terrain de combat et qu'il faut investir ces terrains de combat-là et trouver les ajustements qui permettent d'accompagner les militaires sur le terrain. Mais ça, c'est de la responsabilité du ministre de gérer cet aspect des choses-là et non pas, si vous voulez, en lançant des pierres à certains médias, à certains moments, sur le traitement de certaines informations, on ne ferait en ce moment que creuser l'écart entre les acteurs qui, normalement, devraient jouer ensemble une partition afin d'arriver à la fin donc, du processus de lutte contre le terrorisme. Malheureusement, on l'a dit à plusieurs reprises, on le constate encore au fur et à mesure du phénomène et on se demande à quel moment les responsables gouvernementaux vont comprendre et comment il faut concevoir donc, cette stratégie de lutte qui est une stratégie multiforme. Aujourd'hui, le G5 Sahel a identifié la réponse militaire et la lutte pour le développement comme les deux mamelles de la lutte antiterroriste, mais il faut dire qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a la lutte de la communication, il y a la lutte idéologique, la lutte politique, mais sur laquelle on ne voit pas bien les dispositifs du gouvernement. Quel travail de recherche est mené sur cette sociologie de la terreur qui se déroule? Pourquoi aujourd'hui on s'en prend à des femmes? Qu'est-ce que cela signifie réellement? Il y a des réponses sociologiques, il y a des réponses anthropologiques qu'on ne peut pas développer ici parce que c'est assez grave, mais que le gouvernement ne doit pas ignorer et ne doit pas laisser en retrait. Donc, que ce soit la communication ou d'autres dimensions, la lutte contre le terrorisme est multiforme et large. Est-ce que justement la réflexion elle est importante à mener parce que là, est-ce que quelque part le discours tendant à mettre la population, les civils, à l'avant-garde de la lutte, est-ce que cela ne peut pas être pour quelque chose dans le fait que désormais le civil devient une cible privilégiée aussi? Oui, tout à fait. On a vu également les conflits entre les communautés ont déteint sur cette... parce qu'avant 2019, il n'y avait pas du tout d'attaque ciblée contre les civils jusqu'à présent, hormis, je veux dire, les enseignants, mais qui depuis assez longtemps ont déjà quitté les zones dangereuses. Mais c'est pour dire qu'il faut une conception complète qui couvre toutes les dimensions de cette lutte antiterroriste-là, qui est un problème de fond en réalité, un problème de société qui intéresse l'État. Je vais prendre des exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire. Il y a 2 semaines à peu près, le président américain Trump est allé en Afghanistan. Officiellement, il a dit pour informer le gouvernement afghan qu'ils vont commencer à négocier avec les talibans. Ah, c'est extrêmement important. Si vous vous rappelez dans l'histoire, l'Afghanistan a été envahi par les Russes d'abord, en 1979. Après 10 ans, en 1989, ils ont quitté et les talibans ont pris le pouvoir. Par la suite, les États-Unis sont rentrés en guerre contre les talibans, les ont fait quitter le pouvoir, mais n'ont pas réussi à réduire le terrorisme. Aujourd'hui, 18 ans après, ils parlent de négocier avec les terroristes. On fait le point, ils ont perdu 2300 hommes, les militaires américains, sur le terrain. Ils ont dépensé 3 000 milliards de dollars dans cette affaire. Au bout du compte, ils vont négocier. Donc, ce sont des éléments qui doivent permettre aux Burkinabés de se dire, est-ce qu'on peut venir à bout d'un terrorisme qui a aussi une dimension sociale? C'est-à-dire que c'est ancré dans la population. S'il y a une partie de la population qui penche pour des voies non républicaines de résolution des conflits, il faut considérer ça comme un problème de la société et le traiter en tant que tel. Mais si la lutte consiste juste à acheter des armes, à recruter des militaires, si les militaires semblent essoufflés, on recrute des volontaires dont les contours ne sont pas clarifiés,
Cela signifie qu'on a une seule approche de la chose et qu'on risque fort de rester enlisé pour de longues décennies. Et ça, c'est aux grandes dames de la population, parce que pendant tout ce temps, il n'y aura plus de développement, il y aura des déplacés, il y aura une restriction du territoire, il y aura le grand banditisme, il y aura des situations qui vont se dérouler sur les zones occupées par les terroristes, et c'est dommageable pour le Burkina Faso. Voilà. Donc, en tout cas, on attend de voir. Peut-être que dans les jours à venir, on en saura davantage sur ce qui est comme conception en termes de communication des crises au niveau du département de la communication, pour savoir aussi ce qui se fait de façon concrète en termes de réflexion au niveau de ce ministère. Parce que, bon, pour l'instant, ce qu'on voit, ce sont des ministres qui sont sur les réseaux sociaux et qui préfèrent porter la critique justement sur les réseaux sociaux. Mais on attend qu'au niveau même du ministère, il y ait des conception en termes de stratégie de communication de crise qui pourrait peut-être effectivement prendre en compte le rôle des médias. On attendra de voir. Peut-être que dans les jours à venir, on en saura davantage. Tout à fait. Voilà. La suite de cette info. Unité d'action syndicale, chef de file de l'opposition politique. Allons-nous vers un front dans la perspective des luttes de 2020? Les deux partis se sont rencontrés cette semaine. Face au chef de file de l'opposition politique, ces méthodes n'ont pas varié d'un iota en dépit de l'historicité de cette rencontre. Muni de sa foultitude d'archives, Bassolma Bazié rappelle l'histoire du mouvement syndical au Burkina Faso. Puis, le porte-parole de l'unité d'action syndicale revient sur les sujets qui fâchent. L'UTS, code du travail, assurance maladie, code pénal, liberté syndicale et de presse. Sur toutes ces questions, c'est presque la convergence entre la délégation de l'UAS et celle du CFOP. Acheminons-nous vers une alliance, en tout cas l'idée d'un cadre de concertation a germé. Dans les moments importants de la vie de notre nation, c'est une coopération entre les forces syndicales et de l'opposition qui ont permis de faire en sorte que des bonds en avant soient réalisés ou d'empêcher que des forfaitures donc, ne soient réalisées. Notre souhait est qu'au-delà de ce qui s'est passé aujourd'hui, il y ait une plus grande permanence dans nos concertations afin qu'en amont, nous puissions nous informer les uns et les autres sur les soucis que nous rencontrons. Des soucis, des inquiétudes, mais aussi des doléances à l'endroit des députés de l'opposition, représentés ici par les groupes parlementaires. L'UAS les félicite déjà pour leur prise de position jugée digne dans l'adoption de plusieurs textes à l'hémicycle. Ils ont été invités à maintenir le cap sur les autres textes, comme le Code du travail s'il venait à être modifié. Qui renouvelle le contrat à durée déterminée une fois, qui clochardise le travailleur parce qu'il est placé comme un esclave. Ce qu'on reçoit en son nom, ça ne lui revient pas. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est la ratification de la Convention sur les rails. Et parce que les représentants du peuple qui sont à l'Assemblée doivent ouvrir l'œil afin que le patrimoine national ne soit pas bradé. Le troisième élément, c'est le respect des libertés d'expression et de presse. Le code pénal qui a été voté, mais également la loi portant création des associations, la violation de la Convention 87-98. Vous voyez la peine qui traîne à ne pas avoir un récépissé. Tous ces éléments, il fallait les évoquer parce que ce sont des acquis démocratiques qui ont été arrachés de haute lutte par nos dévanciers. L'autre question abordée ce 27 décembre, c'est le projet d'assurance maladie. Sur la question, l'UAS estime que le gouvernement fait de la rétention d'informations qui frise le manque de transparence. Donc nous sommes déjà solidaires. Maintenant, si on veut ponctionner sur nos salaires, il faut que ce soit dans la transparence. Combien sera coupé? On entend dans les coulisses que c'est 4 à 6%. Pourquoi? Deuxièmement, le panier, si tu cotises pour ça, quelles sont les maladies qui doivent être prises en charge? On ne connaît pas. Ceux qui ont été nommés en conseil d'administration pour gérer ces fonds, c'est qui? C'est l'obscurité totale. Donc, et en même temps, on veut ponctionner les salaires des travailleurs. Nous avons dit non. Le gouvernement a pris l'engagement politique de faire des soins gratuits. S'il estime que le poids le dépasse, quand on prend une charge qui te dépasse, là, tu déposes. L'UAS au CFOP, c'est une première. Une semaine plus tôt, ce sont les partis de la majorité présidentielle qui ont été rencontrés par la délégation conduite par Bassolma Bazié. Oui, Chaka Koulibaly, une alliance possible, UAS-CFOP, dans la perspective des luttes à venir en 2020. Il y a notamment la question cruciale de l'UTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires, qui semble constituer déjà un enjeu majeur pour la lutte syndicale en 2020. Oui, il est tout à fait possible que ces deux groupes d'acteurs arrivent à mettre en place, le chef des filles de l'opposition l'a signalé, une permanence donc, de relations entre eux. Donc autour des grandes questions de la vie de l'État. Et les syndicats viennent avec leurs préoccupations,
certainement l'opposition également va se baser sur la mobilisation syndicale pour aussi faire pousser certains de ces points. Donc c'est tout à fait possible que ces deux forces puissent se retrouver et faire avancer, comme l'a dit le chef de file de l'opposition, certains sujets. Dans le passé, on a vu que c'est tout à fait possible que ces types d'acteurs se retrouvent, pour la simple raison qu'ils ont en face d'eux, tous les deux, le gouvernement qui est aux manettes de l'action gouvernementale et qui prend des décisions. Et face à ces décisions, comme on le voit dans le cadre de l'UITS, le prélèvement sur l'UITS, et aussi la question émergente donc, des prélèvements pour l'assurance maladie, donc des questions du travail, en plus des revendications qu'on a déjà sur la table, bon, qui font peut-être l'objet d'une certaine accalmie maintenant, mais qui n'ont pas disparu, je pense, et qui pourraient revenir s'inviter donc, dans les échanges assez vigoureux qu'on va peut-être avoir. Si les syndicats recherchent l'appui de l'opposition, c'est très certainement pour se donner un surcroît des ressources, une force supplémentaire pour pouvoir contrer le on pourrait dire qu'en 2019, malheureusement, quelque part, le gouvernement semble avoir repris du poids de la bête dans le cas justement de ce bras de fer gouvernement-syndicat. Les différentes luttes par la suite, on a l'impression que le gouvernement a eu les syndicats à l'usure et peut-être que la stratégie désormais, c'est cette unité d'action, surtout qu'au niveau même de l'UAS, déjà il y a des divisions. Peut-être cette unité d'action avec l'opposition pourrait renforcer la lutte en 2020. Surtout 2020, quand même, c'est quand même une année de multiples enjeux. C'est vrai que il y a l'UTS pour les syndicats, mais à côté, il y a les élections de 2020 qui arrivent. Pour l'opposition, c'est quelque chose d'important. Et peut-être cette unité pourrait contribuer, aux yeux de l'opposition, peut-être à fragiliser aussi le pouvoir. Et pour les syndicats, cette union pourrait leur permettre justement d'amener le gouvernement à renoncer à ce projet. Le fait que les syndicats aillent créer une passerelle de communication ou d'action avec l'opposition, ça démontre qu'ils ont atteint, la lutte syndicale pure a atteint certaines limites. Et on l'a vu en 2019, effectivement, pas que les revendications, les travailleurs les aient abandonnées, mais en réalité, la lutte syndicale a ses limites qui ont certainement été atteintes. Donc il faut passer par d'autres moyens d'action, et c'est là où le syndicat a perçu que l'opposition pouvait, à travers son rôle au Parlement, jouer un rôle en utilisant d'autres moyens, notamment les moyens politiques, le fait de ne pas accompagner certains votes de lois qui vont fragiliser la légitimité de ces lois-là et au-delà la légitimité également du gouvernement. Donc ce sont des voies supplémentaires que les syndicats sont en train de se donner pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et naturellement, ça va faire l'objet d'un marchandage. L'opposition également a besoin de mobiliser les forces sociales à son côté. Et comme vous le dites, ce n'est peut-être pas un hasard si ça s'annonce maintenant, parce que l'année 2020 est une année charnière pour le Burkina Faso, une année électorale avec beaucoup d'enjeux. Et donc l'opposition va drainer certainement un certain nombre donc, de préoccupations et avec les syndicats. Et au-delà donc de la direction des syndicats, il y a tous ces travailleurs qui sont derrière les syndicats et que l'opposition pense peut-être mobiliser derrière elle à travers une série d'actions qui vont se dérouler bien avant le calendrier électoral lui-même. En tout cas, c'est une alliance qui se dessine en perspective, même si pour l'instant on parle de cadre de concertation en attendant. On attendra de voir aussi d'ici janvier comment les choses vont se concrétiser. Mais peut-être que ce n'est pas tout. Vous savez que l'opposition a déjà des concertations avec la société civile, certaines OSC. On peut penser également à un moment où il y aurait un regroupement de tous ces types d'acteurs pour avoir un calendrier minimum autour duquel donc l'ensemble du groupe pourra se mobiliser dès janvier 2020. Voilà.
Parlons à présent de cette autre actualité, la semaine marquée par l'actualité ivoirienne justement. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, passe de mauvais moments. Il a voulu regagner la Côte d'Ivoire cette semaine après des mois en Europe, mais finalement son avion ne pourra pas atterrir à l'aéroport d'Abidjan. Il a dû rallier le Ghana avant de repartir en Europe. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Le procureur de la République a donné plus de précisions cette semaine. M. Traoré de la Nouvelle Chaîne ivoirienne, NCI, a estimé que le mis en cause était impliqué dans un dossier similaire au Burkina Faso et que lors du procès, les écoutes ont déclaré avoir été préfabriquées et écartées. Est-ce que le parquet entendait faire une expertise acoustique? Je crois qu'on a déjà répondu à la question. Pour le moment, le dossier fait l'objet d'une information judiciaire. Il y a un juge d'instruction. Et les mis en cause ont également des conseils des avocats. Moi, en tant que procureur, je les accuse. Il appartient à ceux qui veulent se défendre de demander une expertise graphologique ou phonique, mais dans tous les cas, cette expertise sera faite à leur demande. Nous n'avons pas de problème. L'essentiel, c'est que l'écoute téléphonique qui a été faite au Burkina ne peut même pas nous intéresser ici parce que ça s'est passé dans un autre pays et nous n'étions pas là-bas pour savoir exactement comment on a pu les produire. Mais je peux vous assurer que ce que nous avons ici, c'est nos services de renseignement qui ont pris toutes les précautions. Et loisible est aux avocats de contester et de demander donc une expertise pour pouvoir s'assurer de l'authenticité. Il a également dit que dans les propos liminaires, j'avais indiqué qu'un mandat d'arrêt international a été délivré contre M. Soro Kibafori Diom et des mandats de dépôt et mandats d'arrêt contre ceux qui étaient au niveau national. Est-ce que nous maîtrisions sa position géographique? Quelle est sa résidence? Avons-nous des assurances de là où il réside? Au moment où nous avons émis le mandat d'arrêt international, la personne se trouvait au Ghana parce que l'avion venait d'atterrir dans ce pays. Par la suite, nous savons que la personne a pris la destination dans un pays européen. Mais évidemment, comme je l'ai indiqué, les autorités ivoiriennes sont compétentes sur l'ensemble du territoire national. Dès lors qu'on est en dehors du territoire national, nous ne pouvons que faire jouer la coopération pénale internationale. Et comme je l'ai indiqué également, nous avons saisi les services d'Interpol. Je ne vais pas vous expliquer Interpol, nous savons que c'est la police internationale qui permet, lorsqu'un pays est affilié, qui permet, lorsqu'un mandat d'arrêt a été lancé, de pouvoir édicter des notices qui permettent donc d'interpeller la personne. Voilà. Réaction immédiate du camp Soro par la voix de l'ancienne ministre de la Communication, Fouchiata Lamine Bamba. Ivoiriens, Ivoiriennes, vous avez tous écouté le procureur de la République, M. Adou Richard, et entendu ses explications scabreuses. Vous avez aussi écouté une bande audio de mauvaise qualité et incomplète. Pour rappel, hier, je vous faisais état de l'espionnage entrepris par le régime d'Abidjan et exécuté par M. Francis Pérez, président fondateur du groupe PEFACO. Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Je précise et j'insiste qu'elle date de l'année 2017. Pourquoi l'exhumer aujourd'hui, quasiment 3 ans après? Et pourquoi l'audio est-elle incomplète? Sans devancer ce que M. Soro révélera, je peux vous dire, pour avoir écouté l'enregistrement complet et original, dont des services étrangers en copie, elle est incomplète tout simplement parce que lorsque M. Guillaume Kibafori Soro se vante du soutien des ex-Comzone, cette affirmation n'a d'autre objectif que de tirer les vers du nez de l'espion du jour qui accompagnait M. Francis Pérez
le nommé Olivier Bazol de son nom de Barbouze, mais aussi un message à l'endroit du régime d'Abidjan. L'audio est coupé, justement, parce que dans la version originale, l'espion affirme qu'il a la gendarmerie nationale avec lui par le truchement de M. Robert Montoya, opérateur dans l'armement, bien connu dans la sous-région ouest africaine. Mesdames et messieurs, à dose homéopathique, nous vous livrerons tous les secrets de ce feuilleton d'espionnage mal monté par Abidjan. Il n'avait pour d'autre objectif que de cueillir M. Guillaume Kibafouri Soro, et ce, en vain. Pour l'heure, laissons M. Ouattara dans l'esbrouf et passons aux choses sérieuses. Communiqué du GPS. Suite à la brutale répression qui frappe injustement les cadres du GPS, des présidents et adhérents des partis et mouvements politiques proches de GPS depuis le 23 décembre 2019, le président de GPS tient à remercier toutes les forces politiques et les forces vives de la nation qui, malgré le choc et la terreur, ont tenu dans un élan admirable à témoigner leur soutien. Il s'agit des forces politiques et des forces vives suivantes. La Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, le Front populaire ivoirien, FPI, l'Union des anciens de la FECI, l'UNAFECI, le Mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO. Il n'y a qu'une seule façon de faire face à l'autocratie, c'est la résistance. Dès lors, le GPS entend dès à présent faire vigoureusement front à l'autocratie en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une réorganisation nouvelle de ces instances sera publiée dans les tout prochains jours. Dès demain, la délégation européenne sera mise en place, ainsi que la composition de celle-ci. Pour l'heure, le président de GPS lance un appel à tous ses adhérents, dans la sérénité et le calme, de continuer à procéder au recrutement massif et populaire de nouveaux militants et de cadres, en s'inscrivant sur le lien suivant www.adhérer-cp-gps.ci. Le président de GPS lance également un appel à tous les démocrates ivoiriens épris de liberté et de justice à se tenir debout. Le combat pour la démocratie mérite qu'on y consacre la vie. Fait à Paris, le jeudi 26 décembre 2019. Maître Afoussiata Bambalamine, membre de la commission d'orientation et de coordination de GPS. Voilà, Siaka Koulibaly, la complot ou vérité, en tout cas, entre le père et le fils, visiblement, la guerre est plus que jamais déclarée. Hein. Oui, le torchon brûle. Hein. On le pressentait depuis un certain temps quand même, depuis février où Guillaume Soro avait été contraint d'abandonner le perchoir de l'Assemblée nationale. Et par la suite, toutes les déclarations que lui-même avait faites dans les médias, on s'attendait à ce qu'à un moment donné, il y ait cet affrontement entre le gouvernement, notamment le chef de l'État ivoirien et son ancien dauphin, donc Guillaume Soro. Ce qu'on peut dire, c'est que la tournure qui prend les événements amène à craindre le pire, le retour des vieux démons en Côte d'Ivoire. On le sait, un pays assez éruptif du point de vue des crises, depuis un certain temps quand même, et que la crise qui a duré jusqu'en 2011 a été réglée de façon approximative, ainsi bien qu'on puisse voir aujourd'hui des événements de ce type-là. Avec tout cela comporte comme incertitude. D'abord les déballages qui vont avoir lieu, de part et d'autre. Ensuite, la crispation de la scène politique nationale et la création de fronts qui vont avoir lieu. Certains donc penchant pour l'ex-président de l'Assemblée nationale, d'autres restant fidèles au RHDP. Observateurs de l'extérieur, on peut craindre que ces pays qu'on avait cru être revenus dans le sillon de la paix, la sérénité et la démocratie, retournent encore vers ces travers.
avec tout ce que cela comporte comme désagréments, les pertes en vies humaines, les dégâts matériels, mais surtout l'arrêt de l'économie et du développement en Côte d'Ivoire, qui est un pays quand même assez bien pourvu à la matière. Est-ce que Guillaume Soro, aujourd'hui, concrètement, n'est pas déconnecté un peu du côté militaire? Est-ce qu'il a encore véritablement les manettes à ce niveau pour pouvoir faire quelque chose, justement, par rapport au régime d'Abidjan, c'est-à-dire retourner, par exemple, à la rébellion? Je crois qu'il est assez périlleux de conclure cette partie de l'analyse, pour la simple raison que les militaires étant sous les ordres, comme on dit, ils répondent donc des autorités politiques, du ministre de la Défense en particulier, et du chef de l'État. Donc jusque-là, il est difficile d'essayer de faire la comptabilité des forces militaires pour l'un ou l'autre. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut craindre qu'il y ait le déclenchement d'une crise ouverte. S'il y a le déclenchement d'une crise ouverte, on pourrait en ce moment voir les militaires, normalement, qui devraient se ranger du côté de la légalité, se disperser dans un camp ou dans l'autre. Et c'est là où le grand dommage pourrait arriver aujourd'hui, parce que contrairement à la situation où Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y avait en ce moment les rebelles d'un côté et les forces loyalistes de l'autre. Aujourd'hui, on sait que certains anciens rebelles ont été intégrés dans l'armée. À quelle proportion, on ne peut le dire d'ici. Donc, il se peut que, se sentant menacés, parce qu'on entend dans les échanges parler d'ingratitude de la part donc, du président ivoirien aujourd'hui, parce que certains l'auraient aidé à arriver au pouvoir et qu'aujourd'hui, il se retourne contre eux. Si Guillaume Soro est visé par une telle attitude du président Ouattara, qu'est-ce qui prouve qu'il ne le ferait pas également pour les autres rebelles qui ont agi dans le passé? Donc cela peut entraîner une fébrilité de la part d'une certaine partie de l'armée qui aujourd'hui détient des unités de commandement, des armes, etc. par-ci, par-là. Et ça pourrait être plus dangereux que cela ne l'a été dans la décennie 2000-2010. Donc c'est pour ça que, et malheureusement, comme les instances africaines en général sont assez amorphes vis-à-vis de ces situations-là, on ne voit pas la mobilisation, notamment une anticipation, la mobilisation de la CEDEAO par exemple, ou même de l'Union africaine, pour étouffer dans l'œuf ce conflit qui est en train d'émerger. Est-ce qu'un nouveau conflit justement ouvert en Côte d'Ivoire, ça suppose que le Burkina n'est pas tranquille? Toute la sous-région sera embrasée. Et dans ce contexte de terrorisme en plus. Voilà. Parce que le contexte est nouveau aujourd'hui. Et je crois que les services le savent. Les terroristes ne commencent à attaquer dans un pays que lorsqu'ils ont déjà disposé un certain nombre donc, de réseaux opérationnels qui font le renseignement ou qui préparent leur intervention. Et tout le monde pense qu'aujourd'hui, même les pays du Golfe de Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Niger, et le Nigeria qui lui est déjà dans la tourmente avec Boko Haram, ces pays-là peuvent avoir déjà fait l'objet de prépositionnement des forces des terroristes. Donc s'il y a un embrasement en Côte d'Ivoire qui va concerner l'armée républicaine de ces pays, et il va sans dire que la déflagration sera telle qu'il sera difficile de ramener la paix, peut-être même en 20 ans. Donc c'est le moment de faire les efforts pour prévenir que ces conflits ne s'ouvrent vraiment. Parce que après tout, il ne s'agit que de la lutte pour le pouvoir. Ça peut se discuter, ça peut s'arranger. Donc il vaut mieux éviter que nous allions vers un conflit ouvert aujourd'hui, parce que ça sera très, très dommageable pour l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Guillaume Soro, cité dans le push manqué du Burkina, on parle d'audio. Là encore, on parle d'audio. Finalement, il est si imprudent que ça, Guillaume Soro? Pour le cas qui vient d'être révélé, il s'agirait, selon son avocat, d'une manœuvre et que lui aurait joué le jeu, peut-être, pour déceler des tentatives de manipulation provenant donc de son camp adverse, du camp adverse à lui, et qu'il aurait joué le jeu dans ce sens-là. On attend de voir
l'audio authentique dont il parle jusqu'à présent, pour savoir est-ce que réellement sa culpabilité peut être déduite de ces simples audios-là. Et comme on le sait, l'audio n'est qu'un élément qui peut renforcer d'autres faits, par exemple des réunions où il y aurait un plan de mise en œuvre d'une tentative de déstabilisation, des armes qui auraient été achetées, prépositionnées ou des troupes mobilisées pour ça. Le procureur sait très bien qu'il faut plusieurs éléments pour pouvoir ouvrir ou nourrir un dossier contre quelqu'un qui est soupçonné d'atteinte. Pour les audios, je crois que, comme on le sait, en partant de l'exemple du Burkina Faso, c'est un élément que le parquet avait amené pour consolider ses présomptions contre certains accusés, notamment le général Djibril Bassolé. Et le camp de la défense du général avait contesté la légalité de ces écoutes-là en attaquant l'origine. La légalité voudrait dire qu'on ne peut produire dans un procès des écoutes que lorsque ces écoutes ont été commanditées par le procureur lui-même ou par le juge d'instruction dans le cadre de l'information judiciaire. Ici, on s'est demandé d'où viennent les écoutes. Probablement, ils venaient donc de l'Internet, ça a été trouvé. Et ici également, le débat commence déjà à se faire en disant qu'il ne s'agit pas d'écoute, il s'agit d'un enregistrement. Bon, ce sont des subtilités certainement judiciaires, mais à l'étape où nous sommes, je crois que la crise est plus politique encore que judiciaire. Si on s'avance dans un conflit purement judiciaire, cela voudrait dire que Guillaume Soro accepte d'aller devant le tribunal pour prouver son innocence et sortir vainqueur donc de ce combat judiciaire. Mais si il n'accepte pas cette confrontation judiciaire sur le plan judiciaire, cela voudrait dire que d'autres formes de développement peuvent arriver. Et c'est là où on ne doit pas, nous engager seulement dans les aspects d'écoute, de déclaration des deux camps, mais d'analyser sur les impacts possibles, prévisibles de cette crise naissante-là, et sur la stabilité en Côte d'Ivoire, mais dans toute la sous-région également. En tout cas, il y a ce mandat d'arrêt international qui est lancé. Faut-il s'attendre à ce qu'il soit exécuté? C'est vrai que le procureur a tenté d'expliquer, mais là, sans véritablement être rassurant à ce niveau. Mais il dit qu'ils ont déjà saisi Interpol, c'est-à-dire la police internationale, qui pourrait mettre à exécution le mandat d'arrêt. Je ne sais pas exactement quelle forme le mandat d'arrêt a pris. Est-ce que les charges qui sont portées contre Guillaume Soro, ce sont des présomptions de culpabilité, ou est-ce que ce sont déjà des faits qui lui sont, sur lesquels il est incriminé? Donc, lorsqu'on émet un mandat d'arrêt, par exemple, suite à un jugement où la personne a été reconnue coupable, et comme il n'est pas sur place, on veut émettre un mandat pour le faire venir et exécuter la peine, c'est différent de lorsqu'on veut juste l'interroger dans le cadre donc, de l'instruction. Maintenant, tout dépendra de l'attitude de Guillaume Soro lui-même. Est-ce qu'il va vouloir suivre donc, le débat judiciaire et se livrer aux autorités judiciaires afin de démontrer sa culpabilité? Ça, il nous reste encore à le découvrir. On attendra donc de voir. Merci Seka Coulibaly de passer dans le 7info. Ce soir, ça sera tout. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.